Donc je commence par faire l'appel. Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Cancalo. Présent. Michel Chria. Carole Jusco. Présent. Kevin Lantu. Présent. Nicolas Leca. Présent. Isabelle Levert. Donc Éric Merlin a donné pouvoir à Michel Chria. Bruno Normand. Présent. Delphine Pommier a donné pouvoir à Fatna Rafik. Corinne Rabé a donné pouvoir à Nicolas Leca. Fatna Rafik. Madame Demande a donné pouvoir à Madame Hérault. Monsieur Dumont a donné pouvoir à Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre Présent. et Madame Hérault présente. On notera, je laisse la ligne blanche pour Madame Contre-Moulin pour l'instant. Secrétaire de séance, Bertrand. Non. Merci d'accepter. Et on peut tourner pour les marges. Donc, assez traditionnellement, nous commençons par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre. Chacun l'a reçu. Y a-t-il des remarques, des questions, des demandes de précision, ouais, voilà. Ce que vous avez. Non, c'est bon pour tout le monde. Donc, je le mets à l'approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Alors, 2, 4 abstentions. Excusez-moi, je peux pas. C'est parce qu'on les a eu un petit peu tard et du coup on l'a eu un peu tard. Ouais, il y a une époque où on recevait le budget le soir à 7h pour un conseil municipal à 20h30. Mais je vois pas le rapport avec le jour. Bah, le rapport, c'est qu'on avait les choses 2 heures avant, vous les avez 3 jours avant. Pas de procès Pas verbal. d'obligation légale. Non, il n'y a aucune obligation. Alors, ensuite, nous avons travaillé la proposition d'un règlement du conseil municipal. Alors, je rappelle que normalement, dans les communes de plus de 1000 habitants, le règlement du conseil municipal devrait être voté dans les 6 mois suivant l'installation du conseil municipal. Nous n'en avions pas l'information. Les personnes qui pouvaient être compétentes ne nous l'ont pas rappelé. Cependant, dans la mesure où il y a une demande d'expression de la liste d'opposition, il nous a semblé plus pertinent, voilà, de produire un règlement intérieur qui puisse préciser, voilà, ce qu'il est possible ou pas possible, les attendus, et notamment les précisions quant au droit d'expression. Nous avons découpé ce règlement en plusieurs chapitres. Le premier qui est la réunion du conseil municipal. Là, j'ai envie de dire que ce sont des articles qui s'appuient sur les textes de loi, puisqu'on y retrouve la périodicité des séances, les convocations, l'ordre du jour, l'accès au dossier, les questions orales ou écrites. Je tiens à préciser, donc la périodicité, vous savez que c'est au moins une fois par trimestre. Les convocations, c'est l'histoire des jours francs pour sa convocation. Et donc pour les communes de moins de 3500 habitants, c'est 3 jours francs. L'ordre du jour, c'est normalement moi qui le fixe. Et il est porté à connaissance du public par affichage. Nous le mettons par ailleurs aussi sur la page Facebook quand nous annonçons le conseil municipal. Donc, évidemment, l'accès au dossier, tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, il y a toujours un certain nombre de pièges joints, que ce soit les conventions, les règlements,
la note de synthèse qui fait partie aussi des éléments. Questions orales ou écrites. Alors, les questions orales ou écrites portent sur des sujets d'intérêt général hors du cadre de l'ordre du jour. Si effectivement vous avez des questions les uns et les autres qui n'ont pas trait directement au conseil municipal et au sujet traité dans le cadre du conseil municipal, l'idée c'est quand même qu'elle soit posée au moins 24 heures au plus tard avant l'heure de la convocation du CM. Pourquoi? Parce que si on veut arriver à donner une réponse précise ou une réponse correcte dans le cadre du conseil municipal, il vaut mieux l'avoir en amont. Et a priori, elle ne donne pas lieu à des débats, sauf si c'est un sujet qui permet à tout le monde de prendre la parole et de donner un avis. Ça ne justifiera pas pour autant d'un vote, puisque ça ne sera pas inscrit à l'ordre du jour. Si l'importance de la question ou des questions porte sur un gros sujet, je peux décider de vous proposer un débat ou un travail au conseil municipal suivant. Je ne sais pas, on parle d'une question d'urbanisme, d'une question, je ne sais pas. Voilà, 24 heures avant, ça va peut-être compliqué à proposer, à présenter. Donc l'idée c'est de dire, je vous propose une réunion spécifique autour de ce sujet-là et qui sera traitée avec tous les documents adéquats qu'on aura eu le temps de sortir, de reproduire si nécessaire, ou d'envoyer par mail, etc. Voilà. La présidence, c'est le maire, donc sauf dans le cadre du compte administratif, où il faut faire élire un président, le maire peut rester sur le débat, mais par contre doit sortir pendant le vote. Le quorum, vous savez que chez nous ici, il est de 10 personnes au total, et que si le quorum n'est pas atteint, le conseil ne peut pas délibérer valablement, et par ailleurs, que les pouvoirs n'entrent pas dans le décompte du quorum. Ce qu'on appelle les mandats, ce que je viens de lister en faisant l'appel, c'est-à-dire les pouvoirs donnés aux autres. Donc, on a juste repris le fait qu'on peut donner un pouvoir à un collègue, si on est empêché, que le pouvoir est toujours révocable, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir d'un conseiller municipal qui au dernier moment se présente, eh bien on révoque le pouvoir et le conseiller a le droit de siéger. Et que, alors, c'est un petit rappel, je n'irai chercher des clous dans la tête de personne, mais sauf cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne peut pas être valable pour plus de 3 séances consécutives. Je ne dirais pas chercher là-dessus, c'est juste qu'on est un peu limite quand M. Desmontiers donne systématiquement à M. Lefebvre, puisque M. Desmontiers ne siège jamais. Voilà. Donc, ça serait une des raisons pour lesquelles on pourrait demander voilà, qu'il soit enlevé du conseil municipal. Je ne le ferai pas. Les délibérations sont prises à la majorité absolue, et lorsqu'il y a partage égal des voix, ce qui est rarement le cas, mais et sauf en cas de scrutin secret, c'est la voix du président, le président de la séance c'est moi, c'est la voix du maire, ou de celui qui est président à ce moment-là. On peut toujours établir un pouvoir au cours d'une séance. Imaginez que l'un d'entre vous soit appelé pour une raison X familiale urgente, vous pouvez sur un bout de papier faire un pouvoir à quelqu'un qui reste présent et qui pourra signer pour vous. Et enfin, afin d'éviter toute contestation par rapport au vote, si un conseiller municipal se retire de la salle, un coup de téléphone, etc., et qu'il ne revient pas, s'il n'a pas donné le pouvoir avant de sortir, il ne pourra pas voter. Si l'absence est longue, évidemment, si c'est 3 minutes pour dire je te rappelle plus tard, on s'en fiche. D'accord. Le secrétariat de séance, donc, on nomme
un conseiller pour remplir les fonctions de secrétaire, et on peut s'adjoindre des secrétaires auxiliaires. Je vous parle là de Hélène en l'occurrence. C'est ouvert au public, donc bienvenue au public. L'enregistrement des débats, donc aujourd'hui, sans préjudice des pouvoirs du maire, les séances peuvent être retransmises par tous les moyens de communication audiovisuelle dont nous disposons actuellement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est au titre de la démocratie plutôt intéressant. Donc juste pour votre information, nous avons la fibre à la mairie maintenant, ça y est. Et que donc, pour ce soir, c'était encore un peu juste en termes de matériel, mais que normalement, si tout va bien, au prochain conseil municipal, nous pourrions le diffuser en direct sur la page Facebook. Je m'avance peut-être un peu, Hugo. Non, mais j'ai fait les tests et c'est bon. Ok, donc on le fera. Séance à huis clos, il peut y avoir des séances à huis clos, je ne dis bien pas, c'est vraiment dans des cas très extrêmes. Police de l'Assemblée, c'est la mienne. Et évidemment, si un affreux individu public, celui qu'on peut dire agressif, violent, etc., nous avons tout à fait le droit, non seulement de le sortir, d'appeler les gendarmes et de faire un rapport au procureur. Je préfère les policiers qui sont là. Voilà, ensuite sur le chapitre 3, déroulement de la séance, je vais vite parce que je pense que c'est quelque chose qui est maintenant assez bien connu de tout le monde, qui n'appelle à mon avis pas à question. Les débats sont ordinaires, la prise de parole est donnée par le maire. Voilà. Par contre, il ne peut être pris la parole pendant le vote. Voilà, ça c'est une fois on discute autant qu'on veut, on se met d'accord, on n'est pas d'accord, mais à la fin, quand on vote, on vote. Et on ne dit pas, on ne fait pas de remarques au moment du vote. Voilà, préparation à l'examen du budget. La suspension de séance, elle peut être demandée soit par moi-même, soit par deux membres du conseil municipal. Et il revient au maire de fixer la durée de la suspension. Alors ça existe quand un groupe politique souhaite se remettre d'accord sur une question, il peut demander une suspension, ou si on décide par exemple de voter une motion, je sais pas, contre l'autoroute, on en avait voté une à l'époque contre la fermeture du collège. Voilà, donc dans ce cas-là on fait une suspension, on se met d'accord sur les contenus de motion et on reprend le cours du conseil une fois que tout le monde en est d'accord. Donc les amendements, voilà, ils peuvent être présentés par écrit. Les votes, on n'y revient pas, globalement, tout le monde le connaît à peu près. Il y a l'unanimité, scrutin public par appel nominal ou scrutin secret. En règle générale, nous votons plutôt à main levée. Voilà, les procès-verbaux, donc ils sont signés par tous les membres présents à la séance, où mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Les séances publiques du Conseil donc, peuvent être enregistrées et mises sur des supports de communication. Et les interventions des élus peuvent être publiées in extenso à leur demande, à la condition d'avoir une copie écrite de ces interventions. Ça, c'est dans le règlement du Conseil municipal, une petite phrase ou un petit discours, on va le noter globalement. Mais si, par exemple, il y a une prise de parole officielle sur un sujet, voilà, le texte doit être fourni pour être annexé en fait, au procès verbal. On peut intervenir pour la rectification au procès, et la rectification sera introduite au procès verbal suivant. Et le procès verbal ne peut être mis en ligne, notamment sur le site internet, qu'après approbation au conseil suivant. On ne peut pas publier un procès verbal qui n'a pas été validé par le conseil municipal. Voilà. J'en arrive donc sur le droit d'expression dans le bulletin municipal. Donc, ce que nous proposons, c'est que la commune diffuse un bulletin municipal qui porte sur les informations générales, les réalisations, les projets, la gestion des conseils municipaux et parfois intercommunautaires, puisqu'il nous arrive de mettre
des informations concernant l'agglomération Seigneur ou des avancées de l'agglomération Seigneur. Ce bulletin municipal est publié 4 fois par an en moyenne. Alors je dis en moyenne parce que parfois on décale un petit peu, notamment sur la fin de l'année, là on va plutôt être sur le début de l'année. Hein. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que nous ayons une page du bulletin. Donc une page, c'est bien d'une page. Alors une page globalement fait à peu près 2500 signes. Donc ce que nous vous proposons, c'est que chaque liste ait 1125 signes, logo compris. S'il y a un logo, il est compris dans l'ensemble. La police de caractère, Arial 12, c'est bien ça dans le journal qui est du 12. C'est du 12, là. On est sur le site internet aussi, c'est la même police. Alors, sur le site internet, c'est une police Google de base qu'on modifie, mais en termes de prise de taille, enfin sur la taille de la police, ouais. C'est sensiblement similaire à l'Arial. C'est comme l'Arial, mais ouais. C'est aussi en police 12 alors. Oui, c'est ça, 10-12. Mais vous pouvez déjà aller voir, on a déjà mis, j'ai mis à jour cet après-midi la partie où il y aura les tribunes. Oui, mais on ne s'est pas écrit forcément. Oui, bah, il y a déjà un mot dessous, j'ai mis bientôt, vous retrouverez. Mais oui, c'est à peu près pareil. J'ai oublié la suite de votre question, excusez-moi. Donc si c'était la même police et la même taille, donc là vous avez répondu. Et puis j'avais pas posé l'autre question, c'était à qui il faut les envoyer? Alors, je vais y venir. Donc, sur le bulletin municipal, ce qu'on vous propose, c'est de l'avoir 10 jours avant l'envoi pour l'impression. Et là, clairement, c'est le mail d'Hélène. D'accord. Hein, donc, qui est, vous devez l'avoir, mais c'est h.labelli, L-A-B-E-Y-L-I-E, @communedeléry.fr. C'est Hélène qui centralise tout ce qui se concerne la communication en règle générale. Et donc là, on sait à quelle date ça pourrait sortir? Oui, alors, on devrait être en capacité d'envoyer le journal 5, 6, 7, 8, au plus tard le 9 janvier. Donc il faut avoir ça le 31 décembre, si ça doit être en impression. Oui, à peu près. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que soit on vous envoie un mail, soit on vous dira à chaque fois, voilà la deadline, parce qu'on ait la date butoir. Que vous ayez la date butoir et que vous puissiez vous recalculer 10 jours avant. Voilà. Mais ça, on vous en informera systématiquement avant. Et sur le site internet, donc ce qu'on vous propose, c'est, vous verrez, il y a un espace sur le site internet. Donc on vous propose une expression avec un nombre de caractères limité à 2500, ce qui revient à écrire globalement là une page complète, si vous le souhaitez. Alors ça peut être moins, ça c'est pas le problème. Et là pour le coup c'est pareil, vous l'envoyez à Hélène, globalement dans un délai de 7 jours avant la parution. Et on est sur un article par trimestre. Voilà. Donc bien évidemment, je rappelle que ces articles, bulletins ou internet, sont sous l'entière responsabilité de leur auteur, qu'on évite les attaques personnelles, voilà. Ce qui est contraire à l'ordre public. Enfin, je ne vois pas appeler à la révolution. Non, je ne l'ai pas encore fait. Dans la commune. Enfin bon, voilà. Et puis à la réglementation, bien sûr, chacun doit s'attendre dans ses écrits à respecter la réglementation. Voilà. Et petit rappel dans ce règlement, c'est qu'en période électorale, les moyens de communication de la commune sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n'ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats. Oui, c'est normal. Voilà.
Donc on ne peut pas, par exemple, sur le site internet, mettre un lien. Vous voyez, dans l'article, on pourrait mettre un lien vers un candidat. Ça, on n'a pas le droit. Quel que soit. En période électorale. Voilà, en période électorale. Oui. Voilà. Donc ce présent règlement peut faire l'objet de modifications, soit sur ma demande ou ma proposition, soit parce qu'un tiers des membres en exercice de l'Assemblée le demande. Et le présent règlement est applicable à compter de son retour de préfecture, simplement parce que je ne suis pas capable de vous dire s'il reviendra vendredi, lundi, enfin voilà. Mais sur les dates que je vous ai données par la dernière fois, là on est sûr que voilà. J'y ai remis la prévention des conflits d'intérêts, c'était une délibération qu'on avait déjà eue, mais je pense que c'est toujours bien de le relire, hein, de se rappeler que si à un moment on est élu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire travailler sa propre entreprise ou selon certaines conditions, on ne peut pas avoir des avantages, quels qu'ils soient. Je ne sais pas, faire tailler sa haie par l'agent communal. Non mais ça existe, alors ça a existé. Je pense que s'ils ont ressorti la prévention des conflits d'intérêts, c'est quand même qu'il y a eu des abus. Il y en a. Voilà, c'est ça, on a envie de bracelet pour ça. Et puis la charte de l'élu local, parce que je trouve qu'elle est intéressante et puis qu'elle rappelle là aussi la règle. C'était juste pour revenir sur quelque chose qu'on a déjà eu, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'ai fait une présentation un peu rapide. Est-ce que ce règlement appelle à des remarques, des questions, des précisions peut-être, je ne sais pas. Est-ce que oui, parce que parfois les gens qui assistent au conseil municipal, c'est selon comment la réunion se passe, ils peuvent poser des questions. Là, il faudrait qu'ils posent la question une semaine. Non, c'est sur une question d'un gros dossier. Si par exemple, je ne sais pas, tout à l'heure on va avoir un certain nombre de conventions. Si la lecture que vous en avez faite, si l'explication vous semble pas assez précise, rien ne vous interdit de poser des questions là-dessus. Si vous avez une question sur un projet qu'on sait en cours, etc., je ne refuserai pas d'y répondre. Si cette question nécessite toute une explication, peut-être des plans, etc., là, pour le coup, je vous proposerai de la reporter au conseil municipal suivant pour qu'on ait le temps de vous préparer et de répondre correctement à la question. Par exemple, je ne sais pas vous me diriez combien a coûté je ne sais pas quoi cette année, je ne vais pas savoir vous y répondre tout de suite. Par contre, si vous m'avez envoyé la question, vous voyez, quelques jours avant, on aura eu le temps de faire les recherches et de répondre à la question. Voilà, c'est juste là. Après, il faut que le débat reste ouvert, hein, c'est pas... Oui, parce que ça paraît un peu restrictif, voilà. Oui, mais il faut aussi qu'on se donne des marges de manœuvre et qu'on puisse quand même continuer à expliquer les choses. Parce que les questions, elles sont aussi intéressantes pour ceux qui, par exemple, regardent le conseil municipal, c'est-à-dire que ça peut leur apporter des réponses pour autre chose aussi. Donc je pense qu'il faut maintenir du débat, sinon... Le débat sera toujours ouvert. Ah oui, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? 4. Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, nous avons donc une convention avec le presbytère. J'avais sollicité en son époque le père Augustin, qui peut-être n'est pas resté assez longtemps pour avoir le temps de me répondre. Et j'ai ressollicité donc le nouveau prêtre qui est arrivé, l'abbé Nicolas Lebas, sur le fait que nous puissions avoir une convention sur l'occupation du presbytère. Là aussi, pour mettre un peu de cadre. Donc on sait que le presbytère est habité par une personne qui par ailleurs rend des services dans la commune, et notamment ceux d'ouvrir et de fermer l'église, d'entretenir avec d'autres bénévoles le jardin qui est devant. Et donc
le père Nicolas Lebas était tout à fait d'accord pour dire qu'il serait bien qu'on ait une convention où le rôle de la paroisse, le rôle du locataire, le rôle du propriétaire soit défini. Voilà, donc on a eu, c'est le prêtre qui nous a proposé la convention. Nous, on l'a relu, moi je l'ai relu, j'ai fait quelques modifications, je lui ai renvoyé. Il l'a présenté au AEAL, c'est ça. Donc il l'a présenté, il m'a fait les remarques qui étaient remontées de ce groupe, que nous avons intégrées. Oui, pour que ça soit en adéquation avec les heures d'ouverture en fait, qui sont affichées. Très bien. Voilà, donc la convention, vous l'avez tous lu, elle dit que l'habitation est mise à disposition la personne qui habite, on l'a appelé le preneur. Donc le preneur peut vivre au premier étage du presbytère et lui seul pourra l'utiliser, c'est vraiment la partie habitation. La paroisse pourra y accéder pour des travaux ou vérifications. Cependant, la cuisine qui est au rez-de-chaussée est mise évidemment à disposition du preneur. Il peut y avoir des besoins par la paroisse et dans ce cas-là, la cuisine doit être ouverte pour la paroisse. Le bureau et la salle de réunion du rez-de-chaussée sont à usage prioritaire de la paroisse. Toutefois, le preneur là, peut aussi peut l'utiliser en dehors de l'occupation des activités paroissiales. Elle est évidemment accessible, mais interdite à toute utilisation commerciale, professionnelle ou associative de la part du preneur. Et la commune pourra en avoir usage ponctuellement avec l'accord donc de la paroisse. Pour être très clair, donc nous avons fait, quand l'appel a fait la soirée chorale à l'église, c'est vrai que le père Lebas a trouvé étonnant qu'on soit obligé de monter une tente pour le coup d'après, en disant ça aurait été quand même plus sympathique que vous rentriez dans la salle paroissiale. Oui, des fois, on peut avoir besoin des toilettes, voilà. Par exemple, c'est plus... Donc, voilà. On rappelle que donc, le locataire est accompagné de sa tante, mais que par contre, toute occupation complémentaire est interdite. Voilà, la durée, elle est de 3 ans. Et la paroisse rappelle que si elle devait loger un prêtre, une communauté religieuse, un agent pastoral, enfin, bref, toute personne qui dépend de la paroisse, elle pourrait mettre fin elle-même à cette convention. Et si la mairie de Léry devait reprendre son bien, pour une raison X ou Y, là aussi il y aurait un préavis qui est aussi de 3 mois. Donc aucune reconduction n'est possible et toute reconduction se fera par la signature d'une nouvelle convention de 3 ans. Évidemment, le preneur n'a pas le droit de sous-louer le logement. Il ne pourra effectuer des changements, transformations ou réaménagements qu'avec l'autorisation et de la paroisse et du propriétaire. Ces changements ou transformations sont acquis du plan de droit. Voilà. Si, je sais pas, il y a une pièce qui est rejointe, personne ne doit rien, c'est le locataire qui l'a fait, okay, c'est acquis plein de droit. Sur l'entretien et les petites réparations, le locataire donc, est responsable des pièces occupées et il s'occupe des petites réparations et des entretiens, même ceux qui incombent normalement au propriétaire. Le preneur en informera le propriétaire et ne se retournera vers le propriétaire qu'en cas de gros dégâts ou de grosses réparations nécessitant notamment l'intervention d'entreprises spécialisées. Ce qui s'est passé pour la chaudière. Évidemment, la chaudière, on l'a pris en charge et on a fait faire les travaux par une entreprise spécialisée. Voilà, la paroisse se réserve le droit de visiter à peu près comme ils veulent quand ils veulent, et ça c'est leur affaire. Le preneur doit avoir souscrit une assurance multirisque habitation qu'il doit fournir et à la paroisse et au propriétaire. Il est logé à titre gratuit, par contre il s'acquittera des charges eau, gaz et électricité du presbytère. Il assure l'entretien courant des pièces habitées, ainsi que l'entretien courant des pièces communes, salle de réunion, etc. Et de la cour d'entrée du presbytère. Il assurera autant que possible l'ouverture et la fermeture quotidienne de l'église.
Le jardin médiéval sera ouvert au public par le preneur du 31 mars au 31 octobre de 9h à 19h. Donc c'est là le petit changement que le prêtre avait demandé, parce que je crois qu'on avait écrit 20h. Et autre chose aussi, le bâtiment à droite, donc la petite maison quand on rentre côté église vers le presbytère, est aujourd'hui très encombré par des affaires du preneur et que avec le prêtre, on s'est mis d'accord sur le fait que ça serait bien qu'il vide cette pièce-là pour que justement la paroisse, voire même la commune, puisse entreposer voilà, des choses qui leur appartiennent. Maintenant, on lui laissera le temps de le faire tranquille. Voilà donc la présentation de cette convention. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Tout le monde l'a vu, je pense. Il n'y a rien de... Voilà, c'est juste de mettre un peu de règles. Je crois que ça rassure tout le monde en plus, parce que même pour le preneur, en fait... oui, bah c'est une sécurité. C'est une sécurité, il est installé pour le vrai et pas le vouloir ou une sécurité. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous avons là deux conventions avec deux associations. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de la réhabilitation des sentiers, il a été mis à disposition gratuitement par la Siloge d'un petit local de 35 mètres carrés à peu près, peut-être 40, que nous avons nommé le phare et dans lequel nous essayons d'avoir un certain nombre de services, notamment pour les habitants directement concernés qui sont les voisins, les locataires de la Siloge, mais plus largement pour les habitants de la commune. La Siloge nous a fait remarquer que si nous accueillons d'autres associations ou d'autres services, il serait bien d'avoir des conventions que nous puissions leur transmettre de façon à ce que là aussi il y ait la règle de poser et que la Siloge soit bien informée de qui utilise ce bâtiment. Donc la première association pour laquelle je vous propose une convention, c'est le PIMS. Donc le PIMS qui venait jusqu'ici avec la caravane de France Service et qui est en train de transformer un peu son organisation puisqu'il ferme les locaux à Val-de-Reuil et qu'ils interviendront plutôt directement dans le cadre des locaux du CCAS et qu'ils vont, pour mieux étendre leur service, ils vont utiliser en fait leur caravane sur des communes beaucoup plus rurales où on ne peut pas les accueillir dans la mairie ou dans un bâtiment. Ils se sont donc tournés vers nous pour savoir, puisqu'ils utilisaient déjà le phare quand vraiment il faisait trop froid ou quand ils avaient besoin le midi de faire réchauffer quelque chose, ils se sont tournés vers nous pour savoir s'ils pourraient désormais faire leur activité directement dans le phare. Voilà, ce qu'on a trouvé plutôt intéressant parce que ça assoit encore plus leur activité. Et donc on leur propose une convention voilà, que vous avez sans doute lu, hein, qui est assez classique, qui est une mise à disposition du local, qui évidemment est à usage exclusif de la dispense de l'offre de service de l'association auprès des usagers. Donc là, pour le coup, c'est plutôt l'accès au droit à la médiation sociale et numérique. Voilà. La durée de la convention, donc elle débute au 1er janvier 2024, et elle est consentie pour la durée d'un an renouvelable, là pour le coup, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Aucune indemnité ne sera due de part et d'autre. Et un planning des permanences sera transmis à la commune, ce qui est déjà fait, hein, ce qui nous permet nous aussi de communiquer vis-à-vis des habitants pour bien les tenir informés de à quel moment ils peuvent s'adresser au PIMS. Voilà, évidemment elle ne peut pas à son tour
sous-louer ou affirmer à une autre association, ce qui me paraît un peu évident. Elle doit nous fournir une attestation d'assurance et elle veillera à l'entretien des locaux corrects, c'est-à-dire qu'il y a de quoi faire un ménage succinct, je vous l'accorde, mais voilà, ils utilisent de la vaisselle, elle est lavée, elle est rangée. Une fois qu'ils ont fini, il y a un petit balai de passé pour dire que les gens qui sont rentrés peut-être avec de la poussière, etc., c'est rendu dans un état correct de fonctionnement. Voilà. Bon, les contrôles, on peut y aller comme on peut, etc. Et elle prend le local en l'état, et par contre on fera un petit état des lieux, un peu officiel malgré tout, parce qu'il y a quelques meubles de la mairie, il y a un peu de matériel, etc. Et que donc c'est plutôt mieux que chacun dise ce qu'il amène et qu'on ne se dispute pas là-dessus. Voilà globalement ce qui est dit dans cette convention. Donc ils seront de nouveau, non plus dans la caravane mais dans le local, à partir du 1er janvier et sur les mêmes horaires, lundi matin, lundi après-midi. Voilà, c'est ça. Ils arrivent assez tôt le lundi matin, en général à 9h moins le quart, ils sont installés, 8h45, jusqu'à du midi et quart. Et puis si quelqu'un arrive à midi et demi qui sont là, moi je les ai jamais vus refuser de répondre. Après ils font une vraie coupure et ils reprennent vraiment de 14h à 16h, 16h15. C'est bien. Ça fait, voilà. Ce qui fait que les gens sur le temps du midi peuvent quand même aller taper et avoir quelques renseignements. Alors, je continue, on les votera à part, mais je continue parce que c'est vraiment la même convention mais pour une autre association. Qui est cette fois le RERS. Donc le RERS, c'est le réseau d'échange réciproque de savoir, dont le siège social est à Val-de-Reuil et qui dispense notamment, parce qu'il y a beaucoup d'activités, des cours d'informatique. Pour l'instant, à Val-de-Reuil. Et donc, lorsque nous avons fait une première convention initiale d'installation, le RERS prévoyait déjà à l'époque que la commune de Léry puisse bénéficier de ces cours. Il faut dire que c'est une lérisienne qui donne ces cours. Donc ça pouvait nous aider. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'on ait une convention de nouveau avec le RERS pour que la personne puisse venir donner des cours d'informatique à Léry, au FA. Voilà. La convention, globalement, c'est la même, puisque c'est une mise à disposition des locaux dans les mêmes, voilà, pour donner des cours d'informatique. Ça débuterait au 1er décembre 2023. Pour l'instant, nous sommes dans la période de... il y a eu un petit questionnaire de distribuer en fait auprès du club des anciens. Alors on est plutôt dans un premier temps à tester la fracture numérique chez les anciens. Voilà. Mais après, c'est une personne de 40 ans qui se dit j'aimerais bien savoir apprendre à faire ci ou à faire ça, pourra tout à fait venir. Peut-être via le CCAS, vous pourrez voir si des personnes ont besoin. S'il y a des personnes qui ont besoin, tout à fait, bien sûr. Voilà, donc là, le petit questionnaire a déjà des réponses. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Je crois qu'on en est à 6 réponses. 6 réponses, c'est déjà un gros. Ça pourrait démarrer avec un petit groupe de 6, et c'est plutôt bien. Et donc, à partir de là, on mettra de la même façon les locaux à disposition, sachant que c'est la personne du RERS qui fournit les ordinateurs à disposition, qui sont des portables de ce type-là. Voilà, peut-être un petit outil que celui-là, parce que celui-là est très gros. Oui, l'ordinateur, non, bien sûr, ne me permettrait pas, c'est l'ordinateur. Voilà, et qui sera mis à disposition des personnes. C'est aussi la personne qui arrive avec sa tablette et qui dit je suis un peu perdu avec ma tablette.
voire même avec le smartphone. Certaines personnes, c'est un premier élément. Voilà. On aura aussi un planning des jours. Là, pour l'instant, sur le planning, on ne sait pas répondre puisque ça va aussi dépendre des réponses des personnes qui ont le questionnaire. Si les personnes répondent majoritairement plutôt l'après-midi, eh ben, on choisira un jour où ce sera l'après-midi, etc. Et là, on donnera l'information, bien sûr, du jour. Mais je voulais savoir, est-ce que ça a un coût de cette formation en informatique pour la commune ou c'est totalement gratuit pour Non, c'est gratuit. D'accord. Totalement. En fait, l'association demande 10 € par an par famille. D'accord. Il y a l'adhésion à l'association D'accord. de 10 €, qui parfois n'est pas payé caractère, mais ça c'est autre chose. Oui, En Globalement, général, voilà, c'est pas trop 10 € cher. par famille. Et si dans la famille, il y a 3 personnes qui veulent suivre, c'est pour l'informatique, on paye une seule fois les 10 € et ça donne aussi accès à toutes les autres activités qui sont proposées à Val-d'Oreuil. il y a des cours d'anglais, il y a des cours de couture, il y a, enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses, quoi. Donc l'idée c'est que cette association avec le RERS soit bénéfique pour nous, c'est-à-dire nous amène un service supplémentaire. Oui, en fait, il faut la faire connaître. Tout à fait. Voilà, donc je vous propose un premier vote sur l'accueil du PIMS au phare et la convention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et de la même façon, un vote pour la mise à disposition à l'association RERS du phare. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Madame Schreier. Alors, concernant la convention définissant les règles applicables aux réservations de logements sociaux, relevant du contingent réservé par la mairie sur le patrimoine du bailleur social La Siloge. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Donc, le réservataire s'engage à présenter sous 15 jours 3 candidats. Il peut indiquer s'il le souhaite un ordre préférentiel. C'est la commission d'attribution qui détermine le candidat retenu. Si le réservataire a moins de 3 candidats, si la mairie propose moins de 3 candidats, l'organisme se réserve le droit de compléter la liste de dossiers présentés. À défaut de présentation sous 15 jours ou en cas de refus des candidats, l'organisme voit son obligation réputée tenue. Les logements neufs ne sont pas comptabilisés dans le flux, ils ne le seront qu'après la première libération par le premier locataire. L'organisme transmet avant le 28 février de chaque année un bilan annuel des logements proposés et des logements attribués. Cette convention est renouvelée par accord tacite. Elle pourra être révisée par avenant en fonction des évolutions. Elle est établie, cette convention, entre la Siloge et la mairie de Léry et elle vise à définir les modalités d'exercice des droits de réservation. Elle remplace toute autre convention précédente. Le patrimoine concerné est composé des logements conventionnés ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et des logements non conventionnés mais qui ont déjà bénéficié du concours financier de l'État. Elle porte sur un flux annuel de logements exprimé en pourcentage. Je crois que tout le monde a trouvé la formule de calcul. Oui. Le flux annuel est calculé selon la formule de la convention, que vous avez eu tous en pièce jointe, et pour les RIS, cela représente un logement. C'est ça? Oui. Tout ça pour un logement. Tout ça pour un logement, oui. Actuellement, il faut dire qu'avec la Siloge, ça fonctionne très très bien. Le fonctionnement est très satisfaisant. Nous sommes prévenus en général dès qu'un logement se libère. Et à ce moment-là, on nous demande de proposer trois dossiers de demande. Ils sont étudiés par la Siloge et ensuite ils passent en commission. Et on peut dire que les
demandes que nous font les habitants et que l'on relaie auprès de la CILOGE concernant des travaux, des demandes particulières, etc., sont traitées, on va dire, dans les plus brefs délais quand c'est possible, quoi. Voilà, c'est... Oui, je crois pas. Je suis assez d'accord avec Michel, je trouve que le partenariat est plutôt bon. Et plutôt satisfaisant. On peut faire un mail pour dire qu'il y a un dysfonctionnement, on a une réponse en général dans la journée ou le lendemain. Quand on a besoin, si une personne a un souci de logement, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps, une dame qui se sépare un peu rapidement, voilà, et qu'il faut reloger assez rapidement. Voilà, ils sont à l'écoute, ils sont assez vite force de proposition. Enfin, voilà, je trouve qu'on travaille bien avec eux. En bonne intelligence, voilà. Ça se passe très très bien avec la CILOGE. Il y a la convention qui dit un logement, et puis il y a la réalité où globalement ils demandent l'avis quasiment systématiquement. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt facile de travailler comme ça. Oui, il y a des gens qui ne viennent qu'en mairie, qui ne vont pas obligatoirement à la CILOGE, même s'ils font un dossier de demande, ils ne passent pas obligatoirement chez les bailleurs sociaux, mais s'ils veulent être à mairie, ils viennent ici, et c'est vrai qu'on les reçoit avec bienveillance, et puis j'ai un cahier de dossier de demande que je traite avec rigueur. Oui. Voilà. Voilà, donc c'est bon, après, comme les choses évoluent là, au niveau des bailleurs sociaux actuellement, et notamment parce que les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes ou les communautés d'agglo, deviennent un peu chefs de file du logement, ça les oblige à retravailler toutes les conventions, etc. Excusez-moi, j'ai vu quelqu'un rentrer. Bah non, comme tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est vrai, tout à l'heure j'avais l'impression aussi. Bah oui, dans mon bureau, comme dans mon bureau, il y a mon sac à main, mon ordinateur. C'est bon, en tant que police municipale, on a... Oui, il venait déposer la boursoisière, mais il l'a mis dans la boîte aux lettres, du coup. Ok, excusez-moi de cette interruption, mais ça m'a... Voilà. Donc voilà, donc je pense que en fait les bailleurs sont en train de mettre à jour les conventions parce que la loi a un peu changé justement sur les réservations, les histoires de flux, etc., qui sont pas simples à comprendre. Si vous l'avez lu, franchement... La formule est compliquée pour un logement, c'est ça. Quand on en a 150, et puis surtout parce qu'il y a des garanties d'emprunt qui ont dû tomber, donc il y a des réservations qui ont dû tomber aussi. En fait, voilà. Ok, Michel, je te laisse mettre au vote si tu n'as plus rien à ajouter. Non, plus rien. Très bien. Alors, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Et je te repasse la parole. Alors, le rapport de Mon Logement 27, vous avez noté qu'il faisait 127 pages, donc on n'a pas imprimé. Il concerne donc, il nous informe donc que suite à la fusion de Habitat et de la CEPONIL, 22 000 logements sont concernés maintenant par ce nouveau bailleur Mon Logement 27. En tant que collectivité locale, l'ERI détient 10 actions sur 33 540. En 2022, les réalisations ont concerné 122 logements achevés en 2022, qui sont situés à Évreux, Bouville, Les Andelys et Passy-sur-Eure. En amélioration et en réhabilitation lourde, ça concernait en 2022 418 logements pour un coût moyen au logement de 45 000 €. Le 31 décembre 2022, 960 logements étaient encore en chantier pour des travaux débutés en 21 et 22.
rénovations ont été faits sur 122 bâtiments, soit 3168 logements. Et afin d'améliorer la sécurité des locataires, 104 nouvelles caméras de vidéoprotection ont été installées au bénéfice des locataires de 719 logements. La démolition a concerné 6 logements en 2022 aux Andelys, 161 logements en 2021 à Évreux et Filière-sur-Arve. Qu'en 2022, la société a vendu 19 logements, qu'ils ont vendu un terrain, etc. Qu'ils ont construit des gendarmeries, des locaux de gendarmes, qu'ils ont dans leur prévision l'harmonisation des nouveaux outils informatiques, le recrutement d'un adjoint au directeur général également, et des outils de relations locataires afin d'améliorer, d'accroître la satisfaction des clients et réduire les délais de réponse aux locataires. Quatre projets de réhabilitation importants qui vont être lancés en 2024, donc un à Évreux, un à Pont-de-Mer, deux à Pont-de-Mer, un à Gagnon, un à Pont-de-Mer et un aux Arcanes à Val-de-Reuil. Voilà, la conclusion, c'est qu'en fait, nous avons 30 logements à la RTA et 13 logements ici à l'immeuble Normandie. On travaille assez bien avec mon logement 27, même si les débuts ont été un peu compliqués et effectivement la fusion a fait que les dossiers n'étaient pas rapidement étudiés, etc. Ça a été un peu diesel à se mettre en route, on va dire. Bon, là maintenant ça a pris sa vitesse de croisière. Effectivement dans les projets, ce serait pas mal de les faire venir un peu à mairie pour qu'ils se rendent compte de l'état du patrimoine et qu'on voit avec eux s'il y a des améliorations qui pourraient être apportées. Oui. Voilà, c'est en bref. Oui, mais suffisant. Donc, sinon, si je vous invite à le lire, c'est Oui, concernant les mairies, ils ont changé apparemment 30 boîtes aux lettres au village. Oui, c'est ça. C'est ça qui est écrit dans boîte à lettres a été c'est changé. C'est tout ce qui a été fait sur Oui, les c'est ça. sur la 3815 € de mémoire. 3850. 3800, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et oui, je pense que moi ce que je vous propose, c'est qu'on vote cette délibération et quand on la reverra, on envoie en même temps une invitation à la présidente et au directeur général qui ne se déplaceront pas, mais qui permettrait peut-être que le directeur d'agence ici vienne et qu'on puisse passer un peu de temps à faire le tour du patrimoine et Ne serait-ce que l'isolation, parce que c'est à regarder, voilà. quand même C'est ça. Et puis il y a les locataires de Normandie de temps en temps viennent me voir pour des petites choses. Bon. Mais au village, on n'a pas de demande en ce qui concerne l'isolation ou quoi que ce soit. Les gens ne se plaignent pas d'avoir des factures trop élevées. Non, c'est vrai. On n'a jamais eu. Après, comme c'est collé les uns aux autres et que c'est un seul étage, je pense que il n'y a pas trop de déperdition en fait. J'ai jamais eu de réclamation dans ce sens en tout cas. Et pour suivre ce dossier depuis un moment, il y a des gens qui font des demandes pour la RPA et qui s'y tiennent et qui ne veulent aller nulle part ailleurs. Il y a eu des personnes logées, non pas récemment, mais l'année avant-dernière, attendaient depuis 7 ans que sa demande soit exaucée. Et il y a encore une personne là, qui est dans un studio, qui demande depuis à peu près autant de temps pour aller dans un T2, parce qu'un studio c'est assez petit quand même, et c'est très 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 compliqué. Et j'ai une liste d'attente pour ces logements-là vraiment importante, quoi. C'est un endroit où les gens ont vraiment envie d'aller, quoi. Voilà. Voilà, donc on nous demande de délibérer, donc je vous invite à voter. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Merci Michel. Je vous propose maintenant donc une convention liée aux photocopieurs.
vous savez, les photocopies représentent une dépense annuelle, aussi bien sur les loyers des photocopieurs que sur les photocopies réalisées. Nous avions donc il y a 2 ans, 2 ans et demi, largement. Il y a 2 ans et demi, nous avions donc repassé, nous avions changé donc, les photocopieurs et le mode de photocopie, ce qui nous avait permis déjà de faire de substantielles économies. Et ce qui est bien avec les photocopieurs, c'est qu'en fait, à peu près tous les 2-3 ans, vous êtes démarché avec un nouveau qui vient vous proposer un truc encore moins cher. Donc un jour, je pense qu'on nous donnera les photocopieurs, le papier et l'encre. Parce que sinon, je ne sais pas comment il faut. Bref, toujours est-il que nous avons rencontré donc, une société qui nous permettrait, en considérant qu'il y a autant de photocopies de fait, alors qu'on essaye de travailler aussi sur le nombre de photocopies, mais en considérant qu'il y aurait le même nombre de photocopies dans le contrat, le même nombre de photocopies supplémentaires, parce qu'au bout d'un certain nombre de photocopies, elles deviennent supplémentaires. Et en ayant des machines identiques ou voire même un tout petit peu plus performantes, nous pourrions gagner globalement sur l'année un peu plus de 4 000 €, ce qui n'est pas rien. Et donc, nous souhaitons prendre un engagement avec cette nouvelle société. La difficulté, quand on prend en cours de route un nouveau contrat avec un autre prestataire, c'est que l'ancien contrat continue de courir. Donc il y a 2 possibilités dans ce cas-là. Soit le nouveau prestataire rachète le contrat d'un seul coup. C'est ce qui s'était passé la dernière fois qu'on a changé. Ils ont fait un chèque de 58 000 € et, à l'ancien prestataire, et ils nous ont amené les déclarations, etc. Là, et la deuxième solution, c'est une convention où le nouveau prestataire s'engage à nous rembourser trimestriellement les coûts de location des photocopieurs qu'en plus ils emmènent, c'est-à-dire qu'ils nous en débarrassent, pour nous ramener les nouveaux. Ce qui veut dire que si on vote cette convention, ça nous permet d'être remboursés tous les trimestres de l'ancien contrat avec l'ancien prestataire et de bénéficier du nouveau contrat qui va nous permettre globalement de gagner un peu plus de 4 000 € par an. Voilà. Et c'est donc la convention qui est proposée donc par le groupe, la société s'appelle Groupe Solutions. Elle est à Bois-Guillaume. Une ancienne société qui était la société Cohesio, sur laquelle nous avons un contrat avec 3 photocopieurs, un en mairie, un à l'école maternelle, un à l'école primaire. Donc là, on repartirait sur 3 photocopieurs. Sans évidemment les leasing loyers de l'ancien Cohesio, et en ayant donc un engagement avec le nouveau qui s'appelle, donc je vous ai dit, pour solution. Et un engagement de combien de temps? Pardon? Un engagement de combien de temps? L'engagement, il est... Excusez-moi, Jusqu'à ce que quelqu'un revienne pour nous dire on construit moins cher. Non, pour l'instant, c'est jusqu'au 1er avril 2026. Ce qui n'est pas un gros engagement pour nous. Non, c'est pas trop long. Et donc on a le prix pour 6 333 copies pour chaque photocopieur. Oui. Et si on dépasse, c'est quoi le prix? Alors, jusqu'ici, je retrouve mes petits calculs.
C'est celle-là, excusez-moi. C'est comme le leasing des voitures. Ah oui, je ne sais pas le détail du prix au supplémentaire à la copie. Mais c'était, alors oui, ça varie selon le nombre de couleurs utilisées. Je peux aller chercher le détail à la copie ici. Il y a un surcoût sur les supplémentaires, alors que maintenant il y a plus de surcoût. Si, il y a un surcoût quand même, mais qui est Il y moins. a un surcoût, ouais, mais c'est pas énorme. Oui, je ne vous ai pas marqué le détail des surcoûts parce que là j'ai fait en calculant la copie couleur la plus chère. C'est ce qu'il y a. Il y a plusieurs niveaux. Oui, alors en fait, voilà. Alors je sais, on note la question parce qu'on va vous envoyer la réponse. Parce que je ne l'ai pas sous les yeux. C'est juste, en plus, ce qui est intéressant dans ce qu'il propose, c'est que il y a plusieurs prix de photocopie couleur en fonction du nombre de couleurs utilisées. C'est-à-dire que si par exemple je fais une photocopie de cela avec le logo en couleur, je vais la payer quasiment le prix du noir et blanc. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà. Si par contre, je sais pas moi, il y a 2 couleurs, ça va être un peu plus cher. Et puis si on fait une affiche avec plein de un fond, etc., là on va être sur le prix maximum. Et en fait, globalement, non, je ne trouve pas là, je vous dirai des bêtises. C'est des machines laser? Je sais plus. À encre ou laser? Normalement, ça doit être laser, je pense. Celles-ci, elles le sont ou pas? Non, elles sont. Vu la rapide, je crois que. Enfin, 18 donc ça me paraît. Ouais, c'est du laser. Oui, oui. Elles vont être très rapides. On vous envoie la réponse précise du surcoût de chaque copie. Parce que là, j'ai un chiffre global, je ne vais pas savoir vous calculer. Je l'envoie, pas de souci. Mais ça revient au même prix que les copies prévues dans le. Il me semble que C'est-à-dire que si on faisait le même, en fait, le calcul qu'on avait fait, c'est que si en loyer pur de photocopieuse, déjà on gagne à peu près 1 000 €. Voilà, pour faire court. Et si avec le nouveau prestataire, on fait autant de surcoût, autant de surcopie de copies supplémentaires, notre gain est de 3 000. Donc 3 000 plus les 1 000 de location, c'est là qu'on trouve les 4 000. D'accord. Si on avait le même nombre de photocopies, avec les photocopies les plus chères en couleur, alors que là on a quand même 3 niveaux, eh bien on gagne encore 3 000 € par rapport au coût actuel. Et de toute façon, on a les chiffres actuels des copies pour Oui. faire une projection. Oui, tout à fait. Et vous pourrez me répondre. Oui, tout à fait. On vous répondre, pas de souci. Et une machine neuve, il y a combien de temps que vous avez changé vos machines? C'était il y a 2 ans et demi. Ça vieillit mal, tout ça. Et non, après, ce qu'il faut qu'on travaille, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec les écoles. Globalement, les photocopies supplémentaires sont essentiellement aux écoles, par rapport au nombre qui est donné au départ. Et en fait, en discutant, moi j'en ai parlé en conseil d'école, et en conseil d'école, la réponse a été de dire oui, mais en fait, on photocopie aujourd'hui, alors avant le livret d'évaluation par le trimestriel était 2 pages, là, l'éducation nationale est passée à 4 pages. 4 pages par enfant, par trimestre, et à partir du moment où les parents sont séparés, obligation d'envoyer une copie à chacun des parents. Voilà. Donc ce que je pense, c'est un travail à faire avec les enseignants, mais je pense qu'un livret pourrait être envoyé par mail. Je ne vois pas pourquoi ils ont besoin forcément d'une version papier. Et puis d'autre part, un certain nombre d'écoles utilisent une ENT qui permet une interface en fait, avec les parents.
Et l'éducartable. C'est ça. Et l'éducartable, en fait, permet aussi bien de signaler que l'enfant a été absent, que les contrôles, les livrets, les devoirs à faire, et les messages. Et puis un message, madame, je souhaiterais pouvoir vous rencontrer sur la discipline de votre fils, ou sur l'attitude de je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et ça, c'est un logiciel, et après, chaque parent, en fait, il restera peut-être quelques familles, encore que là, quand on pose la question, toutes les familles ont été en mesure de fournir une adresse mail. Et donc, en termes d'économie de papier et de photocopie, on y gagnerait vraiment beaucoup. Donc on sent qu'il faut travailler avec les enseignants pour arriver à les convaincre de passer à cette phase-là. On va essayer de s'y employer. De toute façon, vous avez gagné. Et puis ça n'a pas l'air très très cher en plus. Parce que là, ils passent des heures pour la photocopie. Il faut changer les machines parce que ça vieillit mal, tout ça, ça n'a pas duré longtemps. Vous parlez des machines, pas des enseignants. C'est impressionnant. Voilà, donc je vous propose cette convention qui doit nous faire gagner de l'argent. Je pense qu'elle va nous faire gagner vraiment de l'argent. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Donc, je vais vous présenter la prochaine convention. Alors, c'est une convention qui a été passée avec une structure d'insertion pour l'entretien du cimetière. Donc, je vous refais l'historique. Cette année, il a beaucoup plu et l'herbe a vraiment beaucoup poussé. Donc, on a eu du mal à entretenir le cimetière. Ghislain a été tout seul une grande partie de l'année. On avait fait un recrutement mais qui n'a pas fonctionné. Donc nous, les élus, on se faisait régulièrement rappeler à l'ordre. On a passé un samedi à nettoyer le cimetière. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution. On avait pensé à une entreprise, mais l'entreprise, c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc on a préféré prendre une structure d'insertion. Et donc en même temps, on fait une bonne action puisqu'on fait de la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi. Ouais. Voilà. Donc ils nous proposent donc de venir. Alors ils viennent avec leur matériel, ils viennent avec leurs agents. Ils nous proposent 10 passages. Pour un coût annuel de 12 120 €. Voilà. Donc ils travaillent pendant 26 heures par semaine. Ils passeraient de mars à novembre. Voilà. À savoir également que les 10 passages ne sont pas fixes. C'est bien ça. Que si par exemple il y a une grosse sécheresse et que l'herbe ne pousse pas, on va dire en plein mois de juillet, et bien à ce moment-là, on peut leur dire non, ce mois-ci, vous ne passez pas. Et donc, on ne paye pas. Donc voilà. Et puis ça nous reviendrait moins cher de prendre cette prestation plutôt que de embaucher quelqu'un, parce que le coût moyen d'un agent, c'est 36 000 €. Et pendant qu'ils font le cimetière, ils font pas autre chose. Donc du coup, là, ça va dégager Ghislain sur tous les autres entretiens qu'il y a à faire. Et donc après, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est assez clair. Est-ce que vous avez demandé d'autres devis en fait? Oui, c'était loin de dire. Oui, c'était beaucoup plus cher. Vous avez demandé 3 devis en tout? Oui, il y a eu 3 devis demandés. On était pour la même prestation avec celui qui fait déjà les tontes, etc. On était à quasiment 6 000 € de plus. Et puis l'autre, je ne me rappelle plus, c'était. C'était quand il a pris, je m'en ai pris une entreprise et c'était pareil.
les 14 personnes, c'est tour de rond, ils viennent pas le. Ah non, ils viennent pas toujours les mêmes zombies. Ils viennent avec 8 à 9 personnes. Quand même. Ouais. Et avec leur matériel, c'est ça qui est intéressant, on n'a pas besoin de leur fournir, donc du coup, on leur fournit pas l'essence, ni l'huile, ni l'entretien. Et en encadrant, qui est là Un encadrement technique Technique. et professionnel. Ouais. Mais c'est lui qu'il faut payer, c'est l'encadrement, parce que les autres, ils vont payer. Si, ils sont payés. C'est pas bénévole. En fait, c'est une structure d'insertion professionnelle. Le deal, c'est que des gens qui sont très éloignés de l'emploi, ça peut être des jeunes, des personnes qui sont au chômage depuis plus de 24 mois, etc., sont pris en charge par ces associations-là qui font des chantiers un peu partout, rémunérés par les personnes qui les appellent. Et le salaire de ces personnes-là est payé par l'association, mais l'association est aidée par l'État, en fait, pour employer ces personnes-là. En fait, c'est ça. Donc ils travaillent 20 heures par semaine et c'est un contrat aidé globalement autour de 700 €, dont une partie est payée par l'État pour la réinsertion des personnes. C'est ça. Et dans une période où on parle du RSA, des 15 à 20 heures d'activité obligatoire, c'est ce genre d'association-là qui va prendre les bénéficiaires notamment du RSA pour pouvoir permettre à ces gens-là de répondre à leurs obligations. Voilà. Ouais, c'est... Enfin, ouais. Les 15 à 20 heures, peut-être un peu moins, mais c'est une question. Par contre, il n'y a pas de nombre d'heures. Comment? Juste les passages, ils ne disent pas le nombre d'heures qui passent à chaque fois. Si, 26 heures par semaine. 26 heures. 26 heures. Et là, quand ils sont venus, bon, vraiment, c'était innommable, les fêtes du cimetière. Ils sont venus à 9 personnes et ils ont travaillé 2 jours et demi complets. Pour vraiment remettre. Voilà. Après, là, ce qu'on peut espérer, c'est que le fait qu'ils passent souvent, fasse qu'ils auront quand même moins. Ils y passeront pas forcément 2 jours et demi. Enfin, je leur souhaite. Et la convention, elle est renouvelable tous les ans? Elle sera re-signée tous les ans. Ouais. Et ils interviendront que pour le cimetière en fait. Oui. D'accord. Oui. Mais vous pensez que Gislain il suffira pour tout le reste parce qu'il y a quand même Alors, quelque chose. aujourd'hui, on a quand même il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on a un contrat avec ADJ sur ce que j'appelle les grosses tontes. Donc, il reste à Gislain en termes de tontes, le stade, certains bords, Derrière la cantine, le parking derrière la cantine, le jardin public, le jardin et public. tous les petits ratours. Voilà, c'est ça. Les petits endroits et les grandes tontes. Le parking de la Grange aussi, oui, par exemple. Et les grandes tontes, c'est-à-dire, par exemple, derrière la mairie, les émotels, etc. Ça, c'est ADJ qui fait les grosses tontes sur une journée en général, une journée ou 2 jours, à peu près. Et les sentiers aussi. Et les sentiers, alors là, suite aux aménagements extérieurs qui ont été faits pendant 2 ans, donc jusqu'à l'année dernière, c'était le prestataire qui avait planté qui devait entretenir. Donc on a demandé un devis à la fin parce que là je ne voyais pas comment on allait faire pour entretenir tout ça. C'était Valois et Valois était hors de prix. Donc on était allé chercher, on a fait faire différents devis et ADJ qui faisait déjà la tonte a rendu un devis qui était vraiment acceptable par rapport à la superficie, au nombre de plantes, parce qu'il y a de la tonte, il y a de la taille, il y a du désherbage, enfin il y a quand même beaucoup de boulot. Et voilà, donc on a ADJ qui fait ces 2 gros chantiers-là. Là, le cimetière, et puis après, Gislain, on en a discuté avec lui, très clairement. On a vu avec lui, en lui disant, il faut vraiment nous dire ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Et après, ce qu'on peut regarder, c'est qu'au moment du printemps-été, enfin printemps. Puis en été, quand il va être en congé. Et puis en congé, c'est peut-être d'avoir, mais sur quelques mois, un saisonnier. Vous voyez, et pas. Parce que sincèrement, les expériences-là d'embauche,
Voilà, c'est ça. C'est bon, merci. C'est le commentaire en off que je viens d'avoir à côté. Non, c'est vrai qu'un deuxième Ghislain, je suis pas sûr qu'on en retrouve. Quoi. Parce que là, les gens avec qui on a eu affaire, ça fonctionne 1 mois, 2 mois, puis au bout de 3 mois, ils sont fatigués, puis au bout de 4 mois, ils sont dans la maladie, puis au bout de 5 mois, ils trouvent que de toute façon, ils ne sont pas assez payés. Voilà. Donc, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qu'on fidélise suffisamment et puis qui est moi je le dis. Cette fibre. Ouais, c'est ça, cette fibre et cette patience et puis ce courage, parce que là en ce moment, tous les temps. C'est pas très drôle, et Ghislain, il est couvert de la tête au pied, machin, et quand on me dit qu'il faudrait aller là, pas de souci, il va, il fait, etc. Donc, je pense qu'on retrouvera. Et puis des fois, vous pouvez prendre des stagiaires aussi. Alors, il y a des stagiaires, c'est ça. Voilà. Juste pour la petite histoire, le dernier stagiaire qu'on a pris, à la demande d'une association, etc., il a fait du super boulot pendant une journée. On lui a demandé s'il pouvait désherber la cour de la mairie, qui pareil, était quand même pas en état. En une journée, mais vraiment c'était top. Désherber les 3 quarts. Puis il n'en aurait jamais rien. Donc, c'est dommage. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Donc je pense que là, on est sûr que c'est fait. C'est géré, les absences, etc. sont gérées. Le matériel, quelque part, le nôtre, il s'use beaucoup moins et on paye moins de combustible, de carburant, etc. Donc, globalement, c'est une dépense, mais c'est une dépense qui, à mon avis, nous permet d'avoir un vrai résultat avec moins d'ennuis et qui, au bout du bout, nous coûte moins cher. Ce qui est dommage, parce que. Oui, c'est dommage. Là, je suis assez d'accord. Je préférerais. Alors là, pour le coup, c'est une association d'insertion. Ça me plaît bien parce que je me dis au moins, on participe quelque part. Je crois que c'est un vrai plus, ça, parce que pour y avoir bossé dans des entreprises d'insertion, c'est vraiment un tremplin pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui n'ont jamais trouvé de travail, ils le font, et en fait, dans la continuité. Ça leur donne des compétences. Oui, mais pas que, parce qu'en fait, il y a un vrai accompagnement socio-professionnel derrière. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont là pour lever les freins sociaux, lever les freins de mobilité, de logement, etc., pour les rendre employables le plus rapidement possible. Et je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Voilà, excusez-moi. Non, mais tu as raison. Et je rappelle en plus que le coût de la convention est une facture maximale. C'est-à-dire que on ne peut pas le dépasser. Nous, on ne paiera pas une 13e prestation. Ou alors, il faudrait qu'on revienne devant le conseil municipal, etc. Et ce que disait Nicolas, si ça peut être moins, si on a la chance que ça pousse moins que cette année. Quoi. Et c'est des décès, en fait. Oui. Et cette association est une filiale de Cursus. Voilà. Qui ont fait le mur à côté, ouais. Oui, ils ont fait beaucoup de murs. Oui, c'est ça. Mais là, ils ont une filiale d'Espace Vert. C'est bien. Ouais. Donc, ok, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le syndicat Heure Normandie Numérique, considérant que l'installation de la fibre est quasiment aboutie. Ouais. Non, pas chez Johan. Sauf chez Johan, c'est normal. Le dernier médicament pour la fibre, c'est moi. C'est atroce. Non, mais t'inquiète pas. On va adhérer à Normandie Numérique, puis après je vais dire bonjour. Donc ce syndicat qui était vraiment le porteur, le donneur d'ordre sur l'installation de la fibre, évidemment son premier objet est en train de disparaître, et donc il est en train de se renouveler sur des nouvelles compétences, alors que vous avez sans doute vu dans les papiers qui vous ont été envoyés. Alors, notamment quand même, c'est une offre de service qui s'étend avec un centre de ressources et un réseau d'acteurs locaux
notamment de mettre en réseau les secrétaires de mairie, de mettre en réseau les responsables informatiques d'un certain nombre de communes, de mettre en réseau les élus aussi, et qui peuvent accompagner des projets numériques depuis le montage du projet jusqu'à l'assistance à maîtrise d'ouvrage si nécessaire. Ce qui peut aussi nous intéresser, c'est le pack e-administration, donc, et d'autant plus que le département, donc, qui était le principal actionnaire de ce syndicat Heure Numérique, abandonne à la fin de l'année sa plateforme de transmission des délibérations. Et donc, on ne pourra plus les envoyer par cette plateforme-là. Et donc, c'est le syndicat de Heure Normandie Numérique qui reprend l'outil de la plateforme et qui nous proposera, au-delà de cette plateforme de transmission de délibération, ça peut être aussi toutes les transmissions via la DGFIP, même si nous, j'y laisse par ailleurs, mais ils le proposent. Ils vont proposer aussi un outil de gestion des convocations, voilà, qui permet d'envoyer, et un outil de gestion de signature sur lequel on peut avoir complètement dématérialisé tous les papiers qui sont à signer, et c'est pas du scan, c'est vraiment ça part dans la plateforme. Et moi, de chez moi, j'ouvre mon ordinateur et je peux signer un acte d'urbanisme, un recensement militaire, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils proposeront aussi sans doute un outil visioconférence, parce qu'il y a ceux qui sont sur Teams, il y en a qui sont sur autre chose. Et donc là, ils proposeraient un outil pour toutes les administrations de visioconférence sécurisée, performant, voilà. Donc déjà, moi j'avais vous l'a proposé. Donc il continue quand même à développer les systèmes de fibre jusque chez l'habitant d'Espagne-Johan. Ouais. Et ils vont proposer aussi dans le temps tout un système autour de la cybersécurité pour protéger les données, notamment des mairies ou des collectivités. Il peut y avoir aussi une aide à la gestion de la RGPD. Alors là, il se trouve que nous, l'AGLO a déjà pris la compétence, donc on est moins concerné. Voilà ce que je peux vous dire. L'idée, c'est vraiment que ça devienne un outil d'aide pour toute la transformation du numérique. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, j'ai dit ok, ça coûte combien cette affaire-là? Et en fait, eh bien, ça va nous coûter 10 centimes par habitant. Voilà. Donc on est un petit peu au-dessus de 100 € à la limite. Un malabar. Pour avoir tous ces services, notamment de télétransmission, qui de toute façon sont quasiment. T'en as eu pour plus cher que le téléphone C'est pas cher. Voilà. Et l'intérêt, c'est que quand on est adhérent, on est de fait administrateur. Et donc on peut siéger. C'est intéressant. Ah oui, oui, très. C'est comme la pub pour la banque. Crédit mutuel. Voilà. Ils veulent pas de moi non plus. Là, c'est pareil. En fait, on devient actionnaire, un siège et administrateur. S'ils font un on peut volontaire, faire je remonter un certain nombre de choses. Le réseau des secrétaires de mairie aussi. Ils vont beaucoup s'appuyer sur les remontées des secrétaires de mairie pour perfectionner, je veux dire, les outils, les plateformes, etc. Voilà. Et donc, ça serait valable à partir du 1er janvier 2024, je crois que c'est toutes les années. Donc, c'est ça. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose une décision modificative.
nous a permis de hurler contre l'agglomération. Alors, en fait, nous avons perçu, au titre du remboursement des frais de fonctionnement du centre de loisirs pour l'année 2022, 51 622 €. Bon, on était contents, mais ça ne correspondait pas du tout aux chiffres qui nous étaient annoncés. Donc, évidemment, en fait, vous savez, ça revient aux 25 733,59 € qui sont devenus c'est la fameuse convention de 25 000 € qu'on a passée la dernière fois sur les frais de fonctionnement. Il faut rappeler avec le ménage, les prix des produits et tout ça. Et bien pourquoi en 2022 ils ont versé 51 622 €, je ne sais pas vous dire, mais toujours est-il qu'évidemment ils s'en sont aperçus, c'était pas drôle, et qu'on doit leur rembourser la différence, donc les 25 889,08 €. Et par ailleurs, sur la dotation de solidarité, alors là c'est un petit peu plus inquiétant, mais nous avons perçu 63 174 €, alors que nous aurions dû percevoir 60 029 €. Et donc on doit rembourser 3 145,93 €. Tout ça à l'agglomération. Ce qui nous fait globalement du 30 000, je vous le fais un peu à la louche, 30 000. Profitant de cette DM, ayant un peu d'inquiétude sur les dernières factures d'électricité qui sont arrivées, parce que ça a quand même bien augmenté, la consommation a un peu de mal à baisser. Donc, je vous propose de profiter de cette DM pour remettre 10 000 € sur la ligne qui sert à payer l'électricité. Peut-être que nous n'en aurons pas besoin complètement, mais je préfère assurer les choses d'ici la fin de l'année. Et donc, je vous propose une DM à 40 000 € qui reprend donc les 25 889 et 3 145 qu'on a arrondi à 30 000 et les 10 000 que l'on met sur l'électricité pour être sûr de pouvoir payer les factures jusqu'à la fin de l'année. Sachant que nous prenons ces différentes lignes sur le chapitre 012, qui est donc le chapitre de tout ce qui est masse salariale et qui est encore largement créditeur et nous permet donc de poser au 0. Vous êtes créditeur au 0,11, c'est ça. Et donc de payer au 0,11 les dépenses que je viens de vous indiquer. Voilà. Et on a demandé à la loi d'arrêter de se tromper. Parce que, non mais parce qu'en plus, il y a des sommes, par exemple, sur les 51 000, là on a bien vu qu'il y avait quelque chose. Sauf que les 51 000, c'est quasiment la même somme que le transfert de charge. Donc quand les sommes sont très avoisinantes, pour savoir exactement ce que ça prête à la confusion. Et vous les avez perçus à quel moment? C'est en fin d'année. En fin d'année 2022. Ouais. Et la dotation de solidarité, en fait, alors c'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est notamment au nombre d'habitants. Donc ça veut dire qu'entre 63 000 et 60 000, ils considèrent que si un habitant vaut à peu près 28 €, c'est qu'on a perdu dans leur calcul 31 habitants. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais au-delà de ça, c'est des sommes qui nous sont versées mensuellement. Donc la dotation de solidarité, elle est rejetée en fin d'année par l'AGO, mais toute l'année ils nous en versent. Alors cette année ils ont fait attention. En 2023, ils ont versé un peu moins mensuellement pour être sûr que le rattrapage soit en notre faveur à la fin de l'année et qu'il n'y ait pas de remboursement. Mais en 2022, ils ont versé de trop et comme c'est mensuel,
Quand vous voyez arriver 6300, vous voyez arriver 6300, enfin, ça vous ne fait pas le calcul tout de suite, quoi. Et comme l'année d'avant, on avait 63 000, on se dit, bon bah ok, ils sont partis sur... Voilà, et c'est là que c'est un peu compliqué. Donc on leur a demandé d'être plutôt sur du prévisionnel moindre et d'avoir une bonne nouvelle en fin d'année. Oui, parce que là, ça fait presque un an après. C'est ça, exactement. Donc c'est compliqué. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, on encaisse un petit chèque juste derrière. Et la SMAC, ils ne peuvent pas nous payer particulièrement. Bah, une fois sur Voilà. Alors, il y a plus d'un an, une élève a cassé une porte dans les toilettes de la cantine. Nous avons eu beaucoup de mal à convaincre les parents que leur enfant n'était pas l'ange modèle qui nous décrivait, mais qu'elle s'était bien accrochée à la porte et qu'elle l'avait vraiment cassée. Et donc, on a fini par réussir à mettre les deux assurances, c'est-à-dire la nôtre et celle des parents, en lien, et nous venons d'arriver à nous faire rembourser les travaux de la porte pour 367,20 €. Mais la SMAC, un coup elle fait un virement, un coup elle envoie un chèque. Et cette fois-ci, c'était un chèque. Voilà. Non, il n'y a pas de chèque encore. Et voilà, donc je vous demande l'autorisation d'encaisser le chèque. Voilà. Personne ne veut s'abstenir, ce serait. Bon, je pense pas qu'il y ait de compte d'abstention. On est d'accord, merci. Et puis la dernière délibération, que je. L'avant-dernière. Ah oui, pardon. L'avant-dernière, pardon. Nous avons une petite redevance d'occupation du domaine public qui a deux formes. La première, c'est celle qui est pour les commerces ambulants qui viennent de façon régulière sur la commune, et là nous parlons des commerçants qui viennent au marché le vendredi, pour lequel jusqu'ici la redevance était de 5 € par jour. Et nous avons une deuxième redevance qui est pour les commerces ambulants qui viennent de façon occasionnelle. Là, ça sera plutôt le camion-outillage, par exemple, et qui était de 20 € par jour. Je vous propose donc, compris parce que tous ces gens-là se branchent sur une borne électrique, etc., je vous propose de passer la redevance régulière à 7 € par jour, donc une augmentation de 2 €, et les occasionnels de les passer à 25 € à la journée. Voilà. Et ça vaut même pour ceux qui ne demandent pas de branchement électrique? Oui, on fait un tarif. Non, il y a maraîcher, branche-toi. Non, ça serait compliqué là, voilà, bon, c'est une petite augmentation, hein, parce qu'on ne veut pas non plus les assurer. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça diminue de venir et que ça... Parce que c'est des tensions dures quand même. Oui, c'est vrai, mais bon, 2 €, c'est payable semestriellement. On fait les relevés, mais il y a des fois où on oublie de relever. Bon, Oui, je dis non, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu. 2 € ça nous a semblé. Bon, voilà, s'ils viennent toutes les semaines, sur un semestre, ça va faire 40 € sur le semestre d'augmentation. Je pense que c'est jouable sur le code. Y a-t-il des votes contre? Oui. 2? Oui. Ok. Voilà. Et la dernière, ça a été la dernière, c'est une demande de subvention. Donc en fait, suite au contact avec le club de foot, etc., nous avons appris que le Fondet de football amateur pouvait subventionner les travaux, certains travaux dans les stades. Alors ça peut être
je sais pas, la réfection totale du vestiaire, des tribunes, ça peut être la construction d'un club à l'os. Là, on va attendre un petit peu. Hein. Et notamment le changement de tous les éclairages en LED. Or, je ne vous cache pas que dans les factures d'électricité importantes qui nous arrivent, le stade en fait partie. Et donc, ce que je vous propose, c'est une délibération, puisque ces travaux, et notamment les changements là en LED, peuvent être subventionnés jusqu'à 80% par la fédération, le fonds d'aide au football amateur. Donc nous avons fait faire un devis, rien ne nous empêchera d'aller en chercher un moins cher après, mais pour la demande de subvention, on est allé, on a fait faire chez SPI, qui est quand même, voilà, et qui dit que le montant de l'opération de changement de tous les éclairages du stade s'élèverait à 59 430 € hors taxe. Et donc nous faisons une demande, évidemment, de subvention auprès de ce fonds d'aide à hauteur de 80%, mais dans la délibération, nous rajoutons que vous m'autorisez à déposer des demandes de subvention aux différentes instances et des demandes de subvention à toute autre instance non mentionnée qui contribuerait à l'équilibre financier de l'opération. Pourquoi? Parce que si ce fonds d'aide accordait par exemple des subventions à hauteur de 60%, je pourrais me tourner vers le département, je pourrais me tourner vers le fonds vert, je pourrais me tourner vers l'agglomération pour demander les 20% qui nous manqueraient. Vous savez, les communes, obligatoirement, les communes doivent dépenser 20% d'une opération. Ça, c'est obligatoire. Mais elles peuvent être subventionnées jusqu'à 80%. Si la FAFA ne nous subventionne qu'à 60%, avec cette délibération-là, je pourrais aller chercher les 20% qui me manquent pour arriver jusqu'à 80% auprès de d'autres instances. Voilà, c'est pour ça que je vous propose cette délibération. Et le taux de TVA est de combien sur ces rapports? Et après, on en récupère une partie, nous, au bout du bout, quoi. Oui. On récupère 16% en investissement. Ils peuvent jouer avec les comptables. D'accord. Ils peuvent jouer. C'est-à-dire que c'est le ballon, il faudrait le rendre lumineux aussi. Il faudrait mettre des petits trucs que vous avez. Ah, bah tiens, j'ai mis plein de trucs. Voilà. Donc, est-ce que vous m'autorisez à faire cette demande? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Voilà. Évidemment, demande de subvention ne veut pas dire obligation de paiement. Je suis très clair. Si on n'obtient pas les sommes attendues, on ne fait pas l'école. Mais là, je pense qu'on a une égalité, vraiment. En d'économie. Merci pour eux. Voilà, d'économie d'énergie. Oui, je vais répondre. Il y avait une question d'Internet, alors je n'ai pas très bien compris. J'ai demandé des explications et en fait la dame a répondu et en fait apparemment les barrières, les listes ne seraient pas du niveau. Donc en fait au niveau esthétique. Alors, le lot des émotels, on a autorisé plusieurs fois cet été le fait d'enlever ce qu'on appelle les listes, les barrières rouges, pour qu'il y ait des voitures puissent s'y stationner. L'autre fois, je ne sais plus qui m'a fait remarquer qu'elle n'avait pas été remise, et donc j'ai appelé la factory pour leur demander, parce que c'est eux qui m'enlèvent, le lendemain c'était fait. Mais ce n'est pas droit. C'est ça. C'est pas d'éclair. On lui passe Le but, c'était de passer. Après, il faut les règlements, bien sûr, on communique. Le forum, la carbone, c'est comme les deux, et le coup était là, il fallait mettre une enjeu général et tout, par rapport à les Je veux dire,
Et non, ça va faire Voilà. Je vous donne aussi une date tout de suite. Les feux du maire auront lieu le 5 janvier. Le vendredi 5 janvier. À 19h à la salle Nicolas Toussaint. Et moi, je donne aussi une date. Ce dimanche, le Salon du Livre par l'association Clin d'œil de passionnés qui est basée à Léry. Et le salon se trouvera de 10h à 18h à la salle Nicolas Toussaint. Avec une trentaine d'auteurs sur place qui seront là pour présenter leurs livres, dont des Lérysiens dans les auteurs. Et beaucoup de locaux. Oui, et beaucoup de gens des gens un peu du secteur et pas mal. Et des Lérysiens. On a même les correcteurs dans la salle. Oui, on a des correcteurs dans la salle, c'est vrai. Et je voudrais aussi, un peu comme ça sera retransmis, je voudrais remercier un peu publiquement. Il y a une habitante qui nous a offert les guirlandes lumineuses que son mari a installées sur la maison, si j'ai bien compris. C'est ça. Et ça a servi notamment à... Pas celle-là. Pas celle-là. Non, mais ça va servir sur les sapins. Justement, ça donne l'occasion de rebondir. Alors j'attends, je finis. Donc je voudrais officiellement remercier cette dame parce qu'elle nous a offert donc, une décoration de Noël qui servait à l'époque à illuminer sa maison et puis bon voilà, elle ne veut plus le faire maintenant. C'est son mari qui s'en occupait et malheureusement il n'est plus là. Et elle nous a offert l'ensemble, ce qui permet cette année d'être un peu plus riche entre guillemets sur les décos de Noël. Et voilà, je voulais vraiment publiquement la remercier parce que c'est très sympa. Voilà. Et les sapins. Et donc oui, moi je voulais remercier publiquement l'ONF de nous avoir permis de prélever quelques sapins dans la forêt de Bord, qui vont servir notamment à la décoration de la ville. Donc on va commencer là samedi 2 pour ceux qui sont courageux à 10h à la mairie pour mettre en place les décorations de Noël que nous avons. Et je voulais remercier aussi les bénévoles, les gens qui nous aident. Donc voilà. Et il y a également après le marché de Noël le 10 septembre. Non, décembre. Parce que Noël, c'est pas le 10 septembre, c'est ça. C'est bon, on va mettre les il faut réfléchir. Ah mais il n'y aura pas de franchise. C'était la fonction du comité des fêtes de l'organisation. Oui, mais il y a la peau. Ce sont des sous aussi. Ce sont des sous. Voilà. Donc voilà. Oui, pardon. Alors je voudrais poser une question par rapport à la réunion qui était prévue par rapport au village des artisans. Il y avait une réunion qui était prévue en mairie le 13 novembre à 18h30 et en fait ça n'a pas eu lieu. Ah si. À 18h30 il n'y avait personne. Alors je suis peut-être arrivé à moins 25, mais il y avait des habitants qui étaient restés. Ah, il y avait le conseil d'école. Donc je suis Ça a arrivé dû commencer vraiment après à moins 25, oui. Oui, je suis arrivé à... J'ai quitté l'école à 6h30. Du coup, j'ai fait le tour des 3 salles communales et j'ai rien vu du tout. Tout était éteint à la mairie. Donc, je suis arrivé juste après et il y avait M. Debras, M. Quillet. Après, il y avait d'autres habitants. Du coup, voilà, ça n'a pas commencé à l'heure. Mais du coup, non, je suis désolé, effectivement, mais c'est une info. Du coup, j'ai pas pu être là. Je suis arrivé en retard du conseil d'école. C'est vrai. Ok, autre question, remarque. Je close ce conseil municipal et je vous remercie.